Merci de me redonner la parole. Cette fois-ci, à propos du mot intelligence, qui n'est pas facile. L'intelligence est brillante, rapide, savante, froide. Elle s'exprime bien, elle est cérébrale. Alors comment la faire rejoindre ce que nous ressentons d'une ressource intellectuelle et humaine, généreuse et bienfaisante, qui pourrait servir à penser et à vivre toutes les expériences de la vie. En plus, ajoutons que le mot intelligence est en train de s'effacer devant des cognitifs, devant les sciences cognitives, devant la cognition, devant les facultés cognitives, le neurocognitif. C'est-à-dire que ce langage-là est peut-être un petit peu mis de côté de l'intelligence au profit donc de cette nouvelle panoplie de terminologie, de termes, et l'intelligence peu à peu s'efface et perd ses lettres de noblesse. Surtout que nous ne savons pas trop ce que c'est que l'intelligence et pourquoi nous nous intéressons à elle. Alors, faisons appel à l'expérience quotidienne. C'est idiot, c'est stupide, ce n'est pas malin, c'est vraiment pas intelligent. Quelque chose nous a heurté, une maladresse, une ignorance, et spontanément, nous voilà utiliser ces expressions-là. Cela va d'une simple gêne à un préjudice plus grave. Et ce ne sont pas toujours les autres qui sont coupables, nous le sommes aussi. Que je suis bête, quelle idiotie de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu, comme si on avait manqué d'intelligence à l'égard d'une situation, d'une souffrance, et qu'on était passé à côté de la vérité. L'intelligence se manifeste donc en négatif, bruyamment. Le négatif est parfois une voie qui mène à une valeur éthique par retournement. Le sentiment d'injustice mène à l'idée de justice. L'indigne à l'idée de dignité de la personne humaine, c'est ainsi qu'on l'a formulé. Le déshonorant à l'honneur. L'intelligent ou stupide mène certes à intelligent, mais l'intelligence n'a rien d'une valeur éthique en soi. On ne l'a jamais vu aux côtés de la bienfaisance, de la non-malfaisance, de l'autonomie, de la justice, en fait de toute la panoplie des valeurs et bien d'autres plus intéressantes. Et pourtant, nous avons le sentiment qu'il y a là-dedans des ressources pour faire du bien ou du mal, un mal qui, dans la plupart des cas, paraît évitable. Alors si nous essayons d'avancer, de saisir positivement maintenant le sens d'intelligence, les définitions sont nombreuses, complexes, elles font l'objet de débats, en effet. Et je cite par exemple, l'intelligence désigne communément le potentiel des capacités mentales et cognitives d'un individu, animal ou humain, lui permettant de résoudre un problème ou de s'adapter à son environnement. Adaptation est un mot évidemment très fort. On peut la subdiviser en différentes composantes. On parle d'intelligence pratique, collective, émotionnelle, intelligence des affaires. On parle aussi maintenant d'intelligence artificielle. C'est un vaste éventail, en effet, qui va du plus abstrait, du plus intellectuel, du plus désincarné au plus pratique. Mais pour nous, ce sont surtout des personnes intelligentes. Nous en avons plein à l'esprit. Et peut-être les plus forts d'entre eux, les plus grands génies comme Einstein, étaient sûrement des figures d'intelligence, ou Stephen Hawking, par exemple. Mais on s'en méfie aussi. Et par exemple, Henri Bergson écrit « L'intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie. » Par une incompréhension naturelle de la vie. C'est fort pour nous, ça. Il est vrai que peu revendiquent d'être des imbéciles. Einstein lui-même, par exemple, lorsqu'il tire la langue, il fait le saut. Et l'un des derniers en date, le brillant Michel Serres, écrit « L'optimiste est resté un candide et donc un imbécile, alors que le pessimiste serait celui qui voit clair. J'assume de passer pour un imbécile. » Nous ne croyons pas du tout. Passer pour un imbécile. Alors, cherchons un petit peu dans l'histoire du mot, enfin de la notion pas d'imbécilité, mais d'intelligence, ce qu'elle nous apporte. Eh bien, rien de bien rassurant. L'histoire de l'intelligence est cruelle. Pendant longtemps, jusqu'à récemment, la nomenclature médicale
utiliser les mots de idiot, imbécile, crétin, débile mental, mais comme des mots scientifiques, pour les faibles d'esprit, de naissance ou de vieillissement, et d'ailleurs, ou pour des handicapés, comme par exemple Alexandre Jolien. Et actuellement, sans trop de ménagement, on parle aujourd'hui des atteintes cognitives par un terme de dégénérescence ou de démence, ce contre quoi nous luttons. L'intelligence est aussi peu morale. Il y a bien dans la mythologie une déesse intelligence, Métis, mais en fait c'est celle de la ruse en grec. Et le héros de la Métis, comme vous savez, c'est Ulysse. Ulysse qui surmonte tout le monde, qui surpasse tout le monde par ses fourberies, ses mensonges, ses astuces et ses ruses. Et enfin, le langage même privilégie le méchant au bon. Le malin, l'astucieux, le malin, c'est le diable à l'origine. Et le gentil, celui qui n'est pas trop malin, c'est le Benet, c'est-à-dire Benedictus, Benoît. Donc, favorisons le négatif, favorisons l'intelligence ne la favorisons pas comme étant cruelle et, disons, peu morale. Et enfin, elle est quelquefois carrément odieuse. Se croire intelligent, c'est tout sauf une qualité à admirer. Dans une organisation, nous avons peut-être quelques exemples en tête, c'est même une nuisance. Le respect n'est pas dans la panoplie des qualités de celui qui se croit intelligent, mais plutôt l'ignorance et le mépris. Alors nous n'arrivons pas jusqu'ici à trouver quelque chose qui nous importe, quelque chose d'éthique au cœur de l'intelligence. Alors cherchons-la ailleurs. Actuellement, on assiste en effet à un écart, à une extension pour l'intelligence. On la cherche ailleurs, en effet. D'abord, beaucoup de livres, de publications, de revues, de magazines s'intéressent à l'intelligence des bébés, des catégories de personnes qui n'étaient pas particulièrement intéressées par la notion d'intelligence, mais alors maintenant, c'est le top du top d'avoir un bébé intelligent et surtout de chercher l'intelligence des petits-enfants. Et les neurophysiologistes, les psychologues ouvrent des pans considérables sur les aptitudes cérébrales, sensorielles, affectives dès le plus jeune âge. C'est une plage d'expérimentation qu'on aimerait voir se développer, mais elle est peut-être déjà développée chez les personnes âgées. Deuxièmement, l'intelligence des animaux. Elle est étudiée par Aristote, mais elle aussi, elle fait l'objet d'une très grande expansion. Aristote leur attribue la phronésis, l'intelligence pratique. Il leur dénie le logos, bien qu'ils agissent comme s'ils raisonnaient. Or, il faut de l'observation et de l'intelligence aux savants, lui aussi, je parle d'Aristote, pour caractériser le type d'intelligence de chaque espèce d'animaux, les rusées, les besogneuses, les politiques. Mais ce n'est pas Aristote que nous pensons, c'est plutôt à Plutarque, un auteur, un philosophe du 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'intéresse profondément à l'intelligence animale, et ça nous concerne. Il a écrit un traité, traduit en latin sous le terme de De Solertia Animalium. Solertia, c'est l'ingéniosité, l'habileté, mais son idée va beaucoup plus loin. Il fait un parallèle entre le sort réservé aux animaux vieillis et celui réservé aux humains. Lui-même est devenu végétarien par philosophie de la vie. Et il écrit « Pour moi, chasser et vendre comme des bêtes de somme les serviteurs devenus vieux, on peut penser à nos vieillards aussi dans les établissements, les serviteurs devenus vieux dont on a tiré tout le profit possible, c'est d'un caractère trop dur et de quelqu'un qui ne s'imagine pas d'autres liens entre les hommes que ceux de l'intérêt. » Et il poursuit. L'homme doué de bonté doit nourrir ses chevaux épuisés par l'âge et soigner les chiots, mais aussi les chiens devenus vieux, etc. Et de ce fait, nous ne devons pas traiter les êtres vivants comme des chaussures ou des ustensiles qu'on jette quand ils sont abîmés ou usés ou à force de servir, car il faut s'habituer à être doux et clément envers eux, sinon pour une autre raison, du moins pour s'exercer à la pratique de la vertu d'humanité. Voilà quelqu'un qui joint la notion d'intelligence animale et d'intelligence de tous, à celle de la vie et à la vertu d'humanité. Enfin,
dernier domaine, pas dernier domaine ou avant-dernier domaine où on cherche l'intelligence, et on nous apporte quelque chose, c'est l'intelligence des plantes. Dans le dernier numéro, dans un des numéros de Sciences et Vie, on voit apparaître évidemment la plante, l'arbre, et l'intelligence des arbres est un des films qui a eu le plus de succès. Entraide, organisation, survie, l'intelligence, qu'on appelle intelligence chez les végétaux, est sûrement un exemple frappant de cette présence de l'intelligence vitale dans les vivants. Et à présent, on l'étudie jusque dans les cellules, dans tous les niveaux de la vie. Quant à la localisation de l'intelligence, autrefois on l'a cherchée dans le cœur, dans les phrénesses, dans le diaphragme, dans le cerveau, et aujourd'hui, nos neurones nous font chercher le cerveau, quelquefois dans les intestins, notre deuxième cerveau, les neurones de la peau, qui savent détecter les formes, ou sous la peau, sous l'écorce, comme dirait Amélie Nothomb, ou alors dans le cœur, riche en neurones, notre petit cerveau, comme on l'appelle parfois. Bref, neurones partout, l'intelligence du cœur devient l'intelligence du corps. L'intelligence, pour éviter ce mot peut-être, de la personne. Cet élargissement de l'intelligence nous ramène au langage. Bien sûr, il faut partir du latin. Intelligere en latin, inter, legere. Legere veut dire cueillir, recueillir, et inter, parmi, au milieu d'eux. La clinique correspond à cette activité de cueillir ou de recueillir des signes, pour en faire des symptômes, des signes qui se manifestent, qui interrogent, qui ont, eux, une valeur à évaluer. Il faut pour cela discerner, associer, choisir, se rendre compte que. C'est donc le propre de la clinique, du clinicien, d'avoir cette intelligence originelle. Mais les Romains, comme l'a dit Léo Coutelec, s'en servent beaucoup sur le plan militaire. Dans quelles circonstances ? Eh bien, lorsque César, on parle toujours de César et de la guerre des Gaules, lorsque César se fut rendu compte que les ennemis avaient franchi telle frontière, intellexit, c'est un processus qui est précédé d'ignorance, de la distraction, d'incompréhension. C'est en quelque sorte un retard de diagnostic. Se rendre compte que, remarquer, comprendre, c'est une des actions de l'intelligence, mais à l'intérieur de cette activité, il y a une temporalité qui est celle du retard, à mon avis. On s'est finalement rendu compte que la reconnaissance est en retard. Dans le cadre d'une affection aiguë, c'est ennuyeux, mais dans le cadre d'une maladie évolutive, d'un changement lent dans les habitudes, imperceptible parfois comme un ennemi qui rampe pour avancer, eh bien, l'intelligence discernement est un outil qui n'est pas toujours rapide et qui est quelquefois un peu en retard. Ce discernement, c'est aussi lié à la compréhension, et là encore, le cum est très important, puisque, vous le savez, il veut dire avec, ensemble, et donc il ne suffit pas de cueillir, de ramasser, comme un bouquet, il faut en faire un ensemble, cum. Les Grecs, qui réfléchissaient à la formation médicale, non seulement avec le serment, mais aussi dans d'autres traités, s'intéressaient sur les dispositions qui étaient nécessaires pour la formation d'un jeune médecin. Il y en avait 3. Il disait que d'abord, il fallait une bonne nature, comme une bonne terre. Il faut être né avec des capacités. Deuxièmement, il utilise, comme pour les plantes, quoi. Deuxièmement, l'enseignement. Il faut un excellent enseignement. Et enfin, sunessis, l'intelligence. Sunessis, l'intelligence, c'est avec sun, ça veut dire avec, ensemble. Donc, dans la formation du jeune médecin, va compter cette capacité, j'allais presque dire de synthèse, c'est le même mot, de synthèse, de faire appel à ce qui est divers, varié, dispersé. Y compris ce qu'on appelle maintenant les signaux faibles. C'est dans le domaine de la police, disons, du terrorisme maintenant, qu'on parle des signaux faibles surtout, mais peut-être aussi autour de nous, dans notre environnement, dans des gens qui commencent à faiblir, nous peut-être, et nous sûrement, nous pouvons être sensibles aux signaux faibles. C'est ça l'intelligence, de recueillir, de capter et de rassembler les signaux faibles. Nous avons peut-être trouvé un début de commencement de valeurs éthiques pour l'intelligence.
Mais nous pouvons l'enrichir encore en retournant en arrière, encore une fois en arrière, pas tout à fait en arrière, mais presque. Au XVIIe siècle, le langage faisait usage du mot intelligence et il est intéressant pour nous, très important. On a dit pendant longtemps vivre en bonne intelligence, c'est-à-dire en accord, en complicité, en entente. Donner des signes d'intelligence, ce n'était pas seulement répondre à des questions logiques, c'était aussi réagir par des regards, par un sourire, par un toucher. Et l'intelligence, c'était surtout la communication, être ensemble dans cet échange-là. Être de l'intelligence, c'est une expression oubliée, mais qui veut dire un peu complice. La Fontaine, amour même, dit-on, fut de l'intelligence. Et nous pensons à l'intelligence service, c'est-à-dire à l'espionnage. Il fut complice avec. Être de bonne intelligence, les uns avec les autres, être d'intelligence avec, être, nous, ensemble, intelligents. Voilà, ce sont des ensembles d'expressions que nous mettrons dans un panier ou dans une jarre, comme la jarre de Pandore, ou dans une boîte. C'est cela, l'intelligence, c'est de recueillir tout ce qui peut rentrer dans une boîte non pas de mots, mais de biens. La patience, la détermination, l'à-propos, mais aussi le doute, l'incertitude reconnue, l'humour. Donc nous pourrions y mettre toutes ces ressources intelligentes, tout ce que nous apprennent les personnes, virgule, malades, comme dit Aline Santin par exemple, et tout ce qui vient à l'esprit des soignants ou dans leurs observations. Des trouvailles fugaces, parfois éblouissantes d'intelligence ou poétiques. On les recueille, on les cueille et on les met dans notre boîte. Mais notre Pandore, qui ouvrait la boîte des mots et qui était d'une curiosité malsaine, peut ouvrir sa boîte si c'est pour laisser échapper toutes sortes de bonnes choses. Mais il faut qu'elle la referme. Pandore avait refermé la boîte en y laissant enfermer l'espérance, vous vous souvenez. Mais nous pouvons refermer la boîte en y laissant seulement l'orgueil et la bêtise, qui sont des jumeaux. Pour le reste, on laisse vibrionner l'intelligence dans notre environnement et nous en sommes bien contents. Merci.